Salut à tous! Le Japon a finalement réouvert ses frontières pour tous les touristes après 2 ans à peu près de fermeture du pays. Pour célébrer cet événement, j'aimerais partager avec vous quelques souvenirs vraiment inoubliables que j'ai eus en voyageant au Japon. Qui sait, peut-être que ça t'inspirera aussi si tu prévois de voyager prochainement au Japon. Ok, c'est parti! Le premier souvenir que je vais te raconter, c'est tout simplement mon premier jour au Japon lors de mon tout premier voyage. Je suis arrivé à l'aéroport d'Osaka, j'étais plein d'enthousiasme, j'étais absolument excité de pouvoir commencer ce voyage dans un pays qui m'intéressait tellement. Et première surprise, première déception, c'est que quand je suis arrivé pour récupérer mon bagage, eh bien on m'a dit qu'il y avait eu un problème et que mon bagage ne serait pas livré tout de suite, qu'il allait falloir que j'attende un petit peu. Donc ça a été un petit peu un choc pour moi parce que je m'imaginais évidemment avec des clichés le Japon comme un pays où la logistique est absolument parfaite, tout marche très très bien, et de me dire qu'ils ont juste perdu mon sac ou je sais pas trop ce qui s'était passé en fait, c'était pas très clair. Ça m'a un petit peu choqué. Je me dis bon, ok, j'ai pas perdu pour autant mon enthousiasme. Je me suis dit c'est pas grave. Et surtout, heureusement, j'avais gardé dans le sac que j'avais pris avec moi tous les effets personnels, les choses les plus importantes, notamment de l'argent, mon ordinateur portable, un appareil photo. Donc voilà, l'essentiel était quand même dans mon sac. Finalement, je me suis dit que j'étais bon pour aller acheter du gel douche et une brosse à dents dans un combini. Je me suis dirigé vers la gare ferroviaire pour aller vers la ville d'Osaka depuis l'aéroport. Et je me sentais quelque part assez confiant. Je me disais, ah mais finalement, j'ai appris un petit peu de japonais, j'avais déjà passé le JLPT N5, et en regardant par la fenêtre, j'avais presque comme un sentiment de familiarité, vous savez, un petit peu comme le touriste qui va aux États-Unis, qui va à New York, à Manhattan, et puis il a l'impression qu'il se retrouve dans un film américain. Donc j'avais ce sentiment de familiarité, sûrement du fait des animés ou des dramas que j'avais dû regarder. Et j'avais l'impression que je connaissais déjà un petit peu ça et je me sentais assez à l'aise. Et en fait, non. En fait, je me suis rendu compte assez rapidement que c'était pas vraiment exactement ce que j'imaginais. Un des chocs que j'ai eu, c'est vraiment un choc, j'ai envie de dire, thermique. Parce que c'était en été, c'était la fin du mois de juillet, et donc il faisait vraiment très chaud et surtout très humide. Il faut savoir aussi que j'étais jamais allé dans un pays en dehors de l'Europe, donc je connaissais pas ce genre de climat super humide. Ça m'a vraiment fait comme un choc quand je suis sorti de la gare, j'ai senti cette atmosphère super lourde. Et aussi, je pensais pouvoir me repérer assez facilement. Et bon, j'avais oublié quand même de prendre un petit plan quand j'étais à l'aéroport. Je me suis dit, c'est pas grave, dans la gare, je vais aller regarder un plan pour trouver mon itinéraire, aller jusqu'à mon hôtel. Là, je regarde le plan et tout est écrit en japonais. Tous les noms des endroits, les noms des quartiers étaient écrits en japonais. Or moi, j'avais pas du tout le nom japonais en tête pour savoir où j'allais me diriger. Donc j'étais un petit peu paumé. Je me suis dit, mais non, je croyais comprendre le japonais, je croyais maîtriser un petit peu. En fait, absolument pas. J'étais perdu. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais aller explorer la ville. Super idée. Je suis parti un petit peu au hasard. Je me suis arrêté rapidement dans un combini pour prendre un petit truc à manger. Là, j'ai fait un choix formidable. J'ai pris un petit plat dans lequel il y avait une escalope et il y avait des petites saucisses. Évidemment, je n'ai pas demandé à faire réchauffer ça. Quelle idée saugrenue. Et donc je suis sorti dehors en plus pour pique-niquer. J'ai mangé mon escalope milanaise avec 3 bouts de spaghetti qui étaient complètement froides et ma saucisse. Donc, ça m'a fait aussi un repas assez étrange, assez bizarre pour un premier repas au Japon. Après avoir pas mal marché et m'être rendu compte qu'en fait les distances c'était pas vraiment ce que j'imaginais quand j'avais regardé la carte en préparant mon voyage, je me suis dit que j'allais prendre le métro pour me rapprocher de là où était mon hôtel. J'arrive dans le métro, il y a un distributeur de tickets, et puis là, il n'y avait pas de bouton English, il n'y avait pas de moyen de changer la langue, tout était en japonais. Et donc j'ai essayé de me débrouiller, j'ai quand même réussi, je ne sais pas comment j'ai fait, à trouver comment prendre un billet alors que l'interface était en japonais. Mais je me rappelle, c'était vraiment une galère aussi. En sortant du métro, j'ai ensuite déambulé pour essayer de trouver l'adresse de mon hôtel. Et j'ai vraiment dû passer 1 heure sans trouver, j'étais complètement perdu, je me dis mais c'est pas possible, où il peut se trouver. Et en réalité je m'étais simplement trompé de quartier parce que j'étais dans le quartier de Nishi Shinsaibashi et pas Shinsaibashi. Grosse différence entre le quartier ouest et le quartier central. Heureusement j'ai fini par comprendre, je suis allé à Shinsaibashi. Et là, j'ai fini par demander quand même mon chemin parce que, alors, il faut savoir que les adresses au Japon, une fois que vous êtes dans le bon bloc, pour trouver exactement le pâté de maison, c'est n'importe quoi le système d'adresse. Ceux qui ont déjà voyagé et cherché une adresse, vous comprenez sûrement. Voilà, c'est complètement aléatoire. Du coup, j'ai fini par demander à des gens, j'ai trouvé mon hôtel. Et là, ça continue parce qu'en fait, je m'étais pas rendu la vie facile, j'avais choisi un capsule hôtel. Vous savez, les hôtels, vous dormez dans une espèce de capsule, vraiment, où c'est super petit. Évidemment, c'était en plus un capsule hôtel
vraiment à l'ancienne, vraiment à la première génération. Je me rappelle les couleurs cramoisies, c'était affreux. C'était vraiment moche. Il y avait un écran cathodique dans la cabine, même pas des écrans LCD avec des ports USB, non, rien de tout ça. Il y avait juste une pauvre radio dégueulasse. Après avoir posé mes affaires, je suis ressorti pour aller dans le célèbre quartier de Dotonbori, dans lequel il y a plein d'échoppes, il y a plein d'animations. Là, c'est la seule chose qui s'est passée à peu près normalement ou selon mes attentes de toute la journée. J'ai mangé des super takoyaki, c'était super. Je suis retourné à l'hôtel. J'ai trouvé quand même quelques gaijins avec qui on a un peu échangé des conseils. On s'est presque soutenus psychologiquement, mutuellement, parce qu'on était tous un petit peu hébétés, un petit peu surpris du Japon. Je pense que pour eux, c'était aussi le début du voyage. Donc j'ai échangé mon information qui était le code du Wi-Fi contre des informations sur les bains, parce que dans cet hôtel, il y avait aussi des bains traditionnels japonais. Et je suis descendu voilà, pour aller prendre mon bain, pour voir comment c'était. Il faut savoir que les bains au Japon, c'est tout nu. Donc il faut se déshabiller complètement. Et ça, étrangement, ça a été relativement facile pour moi, parce que tous les Japonais qui étaient là, il y avait plein de Japonais qui prenaient leur bain tranquillement, en fait, ils me regardaient pas. Simplement, c'est un peu le bon côté parfois d'être un gaijin, c'est que dans certaines situations, on fait pas attention à vous, on vous ignore. Et là, pour le coup, c'était parfait parce que du coup, j'étais pas en train de me soucier du fait que j'étais tout nu. J'ai bien profité de mon bain, c'était très agréable. Je me souviens qu'en en repassant, il y avait un mec japonais à moitié nu sur un fauteuil massant qui regardait un programme. Voilà, des images comme ça qui sont assez, qui me sont vraiment restées tellement c'est surprenant. C'est quelque chose de complètement dépaysant. Je me suis finalement allongé dans ma capsule pour dormir, et alors là, le confort était vraiment désastreux. Voilà, c'était un matelas vraiment super dur, un peu genre tatami, mais c'est comme si on dormait à même sur le tatami. Mais bon, en même temps, j'avais pris l'avion avant, et donc j'étais pas très difficile, je me suis quand même accommodé de ça. Ah oui, et si tu te demandes qu'est-ce qui est arrivé pour mon sac, pour mon bagage, heureusement, je te rassure, j'ai fini par le retrouver. Je crois que c'était le lendemain soir. Il a été livré. Alors que j'étais d'ailleurs dans un coin relativement paumé à des kilomètres de ça dans la préfecture de Wakayama. Ils m'ont quand même livré ça. Impeccable. J'ai eu tous mes bagages, tout était en ordre. Donc j'ai pu continuer mon voyage à peu près normalement. En tout cas, c'était vraiment une très très bonne journée sur le coup, assez surprenante, mais vraiment un souvenir que je garde de manière très très vif après coup. On enchaîne avec un deuxième souvenir, c'était lors de mon deuxième voyage, quand j'étais de passage à Hiroshima. J'avais choisi de m'y rendre pour voir d'une part le musée mémoriel de la bombe et aussi le fameux Grand Torii rouge sur l'île de Miyajima. Le premier soir où je suis arrivé à Hiroshima, je suis allé dîner dans un endroit assez sympathique, un village des okonomiyaki, le Okonomiyaki no Mura, avec plein de choix d'okonomiyaki de différentes régions. Et puis j'ai eu une discussion sympathique, il y avait des touristes croates, fans de rock qui étaient à côté de moi, qui étaient venus pour un festival. On a commencé à discuter, c'était très sympathique. Et quand je suis sorti de ce restaurant, je me suis dit, tiens, j'ai bien envie d'écouter de la musique. Alors, il faut savoir que moi, mon truc, c'est plutôt le jazz. Donc, je me suis dit, allez, je vais aller trouver un endroit où je peux aller écouter du jazz et même si possible un concert live. Je me suis rendu dans la fameuse Nagare Kawadori, qui est une rue assez animée à Hiroshima. Dans cette rue, il y a un certain nombre de bars avec de la musique, donc je me suis dit que c'était le meilleur endroit pour trouver cette musique que j'avais envie d'écouter. Et j'ai d'ailleurs entendu de la musique, j'ai entendu un morceau de Miles Davis. Donc je me suis dit, mais d'où ça vient ce morceau? J'arrivais pas vraiment à localiser l'endroit d'où ça venait, le bar d'où ça pouvait venir. Et en fait, à un moment donné, en demandant à des passants, à un couple, ils m'ont expliqué que c'était simplement la musique d'ambiance de la rue, qu'il y avait simplement des haut-parleurs pour donner cette ambiance un peu jazz. Et c'est quelque chose que j'ai reconstaté après en voyageant plus au Japon, hein. Il y a beaucoup de musique d'ambiance, en particulier dans les shotengai, donc dans les allées commerçantes, les grandes galeries commerçantes. Et souvent d'ailleurs, souvent ça peut être du jazz ou des musiques, voilà, pas les musiques qu'on a l'habitude d'entendre typiquement dans un centre commercial, par exemple en France. Je suis arrivé à un endroit où il y avait bien de la musique jazz, c'était vraiment un bar dans cette ambiance-là. Simplement, il n'y avait pas de concert live ce jour-là. Et heureusement, le gérant du magasin était très sympa. Il m'a dit, ah non, on fait pas de concert aujourd'hui, mais tu peux aller voir de tel côté, il y a un autre endroit où peut-être ils font un concert. Donc hop, je suis allé au deuxième endroit. Il faisait pas non plus de concert live, mais j'ai demandé à un salariman qui sortait, voilà, à tout hasard, est-ce que vous connaissez pas un endroit, un club de jazz, etc. Et là j'ai eu de la chance parce qu'il en connaissait un, il connaissait vraiment un super endroit. Et il m'a amené, super sympa, voilà, il m'amène quelques rues plus loin. On va dans une arrière-cour, on monte un escalier, donc vraiment un coin complètement paumé. Voilà, on voit pas du tout la devanture depuis la rue, depuis l'extérieur. Et je rentre dedans, et là c'est vraiment le club de jazz à la japonaise, un tout petit club, super sympa. En plus j'arrive avant que les musiciens commencent à jouer, donc moi je me mets au bar et à côté de moi il y a les musiciens, il y avait une chanteuse notamment, avec qui j'ai pu discuter un petit peu en mélangeant le japonais et l'anglais, j'ai pu me débrouiller. Les clients ont commencé à rentrer et puis le concert a démarré. Et là, déjà, alors, j'étais complètement bluffé par le niveau, le groupe était incroyable, enfin vraiment c'était vraiment super.
et aussi la manière dont le public écoutait. C'était très différent de ce que j'avais vu en France. Là-bas, le public est hyper concentré, limite ils sont en train de fermer les yeux et regardent pas les musiciens qui sont en train de jouer, ils sont super concentrés sur la musique qui est en train de passer. Il n'y a pas non plus vraiment de diffusion de joie ou de gros applaudissements bruyants, c'est très 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 discret, très très, voilà, on est concentré jusqu'au bout. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué aussi parce que c'est pas trop ce qu'on a l'habitude de voir en France. Même pour un genre musical comme le jazz où il y a pas beaucoup d'animation, on pourrait dire, c'est pas aussi violent entre guillemets que peut-être d'autres genres musicaux. Voilà, en tout cas, le concert s'est déroulé superbement. C'était vraiment très agréable à écouter, exactement ce que j'avais envie à ce moment-là. Et puis à la fin, les musiciens m'ont appelé parce que juste avant, quand j'avais discuté avec la chanteuse, j'avais dit qu'à mes heures perdues, je faisais un peu de batterie jazz. Voilà, je suis pas du tout un professionnel. Et donc du coup ils m'ont dit bah tiens viens jamais avec nous. Et là, occasion incroyable, complètement pas prévue. Donc je monte sur scène, je prends la place du batteur, etc. Et puis on commence à jouer. Et en plus ils étaient vraiment incroyablement gentils. Alors pour le coup, quand vous savez comment ça se passe dans une jam session par exemple en France, malheureusement il y a beaucoup d'endroits où c'est un peu la guéguerre, c'est un peu la compétition, c'est pas du tout faire fin. On n'est pas là pour s'entraider, voilà, on est presque là pour se mettre des bâtons dans les roues, j'ai envie de dire, à certains endroits, pas tous heureusement, hein. Et là c'était vraiment hyper agréable parce qu'ils étaient super à l'écoute, ils étaient vraiment là pour moi quand j'étais pas à l'aise, etc. Parce qu'eux avaient l'habitude de jouer entre eux. Ils m'ont vachement bien aidé pour que ça prenne en fait et que ça fonctionne, donc on a joué quelques morceaux. Et puis on a fini par un dernier morceau, c'est un grand classique, un Cantaloupe Island. Et là, la patronne du bar est sortie de derrière son bar. Elle est allée vers la scène avec le saxophone et c'est parti, elle a joué avec nous. Donc c'était vraiment une soirée incroyable, super sympathique. Et j'ai d'ailleurs renouvelé ça. Je suis retourné après à chaque fois que j'allais au Japon dans des bars pour écouter du jazz ou carrément même à des concerts parce que c'est quelque chose que j'aime bien. Je trouve que quelque part on se sent presque un peu chez soi quand on est tous fans de jazz, on aime cette musique. Forcément ça rapproche un petit peu. J'ai eu plein de super discussions avec des gens justement dans des endroits de ce type-là, quoi, dans des clubs de jazz ou des bars. On passe au troisième souvenir. C'était aussi dans mon deuxième voyage au Japon, un petit peu après être passé à Hiroshima. J'ai traversé après Hiroshima pour aller sur l'île de Shikoku. Je suis passé par Matsuyama, Imabari. Et ensuite, j'avais envie de faire un petit peu, de grimper un petit peu sur la montagne. Et il y a le mont Ishijutsu. Je vais arriver à le dire. Ishijutsu. Ishizuchi. Je ne m'étais pas rendu compte, mais en fait, c'est super dur à dire. Ishizuchi, donc littéralement, ça signifie le marteau de pierre. C'est une montagne sacrée qui est vraiment très très importante, notamment pour des pèlerinages. Et c'est aussi, je crois, la montagne la plus haute de Shikoku, si je ne me trompe pas. Je commence mon ascension, je dépasse des groupes de retraités japonais qui sont assez amusés par voir ce gaijin avec son gros sac à dos. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers qu'on croise dans des randonnées comme ça en montagne, et d'autant plus sur Shikoku, donc qui n'est pas vraiment un endroit où beaucoup de touristes se rendent. Après une petite demi-heure de marche, j'ai croisé et j'ai fait la connaissance d'un grand-père avec son petit-fils. Le grand-père devait avoir une soixantaine d'années, donc un jeune grand-père relativement jeune, et son petit-fils qui s'appelait, il me semble, Haru, qui avait 6 ans, donc vraiment, vraiment assez jeune, et super mignon. D'ailleurs, il se déguisait, je me rappelle, en Atto-san, il y avait une espèce de serviette orange qu'il mettait sur la tête. Donc vraiment super mignon de voir les deux qui faisaient la randonnée. Et donc j'ai commencé à discuter, surtout avec le grand-père. Et ce qui était d'ailleurs pratique, c'est qu'en fait, comme je parlais pas encore très bien japonais, loin de là, quand il s'adressait à son petit-fils, je comprenais assez bien parce que c'était un langage qui était vraiment, vraiment simple. Donc voilà, c'était plutôt sympathique. Et le grand-père était très observateur, je me souviens. À un moment donné, il nous a arrêtés en disant: Ah, attendez, regardez ici, regardez par terre. Et il y avait un tout petit bateau. Un petit bateau en papier, donc on appelle ça un kirigami, c'est le cousin des origami, qui sont beaucoup plus connus, qui avait été mis comme ça, donc je pense que ça fait partie un petit peu du pèlerinage, il doit y avoir un sens qui m'échappe, mais et donc il avait repéré, alors que le truc était vraiment, vraiment minuscule, il avait l'œil. Donc voilà, plein de petites découvertes comme ça, il connaissait très bien la montagne, donc c'était pratique, il a pu m'apprendre pas mal de choses. Et alors par contre, il faut savoir un truc sur cette randonnée sur le mont Ishizuchi, comme dans d'autres montagnes où il y a des pèlerinages, il y a une particularité, c'est que il y a des moments où en fait on grimpe quasiment à flanc la montagne en en utilisant des chaînes, des espèces de grosses chaînes. Et là où vraiment j'étais super surpris, c'est que le grand-père a fait monter son petit-fils sur la chaîne, il a dit vas-y grimpe, et lui était derrière, sachant que la plus haute chaîne, ça fait 68 mètres de dénivelé quand même. Donc voilà, c'est quelque chose, on verrait pas ça en France, et encore moins on verrait un grand-père qui met son petit-fils qui a 6 ans dessus.
Et donc il lui indiquait exactement quoi faire, il disait vas-y pose ton pied ici, mets ta main là, etc. Il lui donnait un petit peu des instructions, des consignes. Mais j'étais complètement, waouh, j'étais bouche bée, mais il a vraiment fait ça. C'est quelque chose qu'on voit vraiment pas du tout en France. Pour moi, ça traduit vraiment une différence aussi dans la manière d'éduquer les enfants. Je pense que l'éducation japonaise, une fois que l'enfant il est plus tout bébé, une fois qu'il a passé les 3 ans, la vie devient un peu plus difficile pour lui. Il est censé voilà, être un homme, si c'est un garçon, il est censé faire des trucs de ce genre-là. Donc voilà, c'était assez intéressant, assez frappant sur le coup. On est arrivé au sommet de la montagne, il y avait un panorama normalement qui est superbe, mais là il y avait du brouillard, donc on voyait pas grand-chose. Après, j'étais quand même content d'avoir pu faire l'ascension, c'est toujours sympathique. En redescendant, on a croisé un groupe c'était des enseignants qui étaient venus de Kyoto. Voilà, en groupe, donc j'ai aussi un petit peu discuté avec eux, c'était sympathique. Et quand on est arrivé en bas, en fait, il était un peu trop tard, et donc il n'y avait plus du coup de bus pour rentrer à la ville qui était à côté, et pour moi prendre le train. Donc j'étais un peu en galère. Heureusement, un des étudiants m'a dit vas-y, viens avec moi. Il m'a amené en voiture jusqu'à la gare, donc c'était super sympa. Et au moment de partir, au moment de prendre la voiture, on a vu passer le grand-père avec le petit-fils sur une grosse moto. Ils étaient sur une espèce de grosse moto, genre Harley Davidson. Donc voilà, jusqu'au bout, je les ai trouvés vraiment super, super cool en fait, les deux. C'était vraiment une super rencontre. Et voilà pour ces 3 souvenirs, ces 3 anecdotes sur mes voyages au Japon. J'espère que ça vous a plu, que ces histoires vous ont intéressé. Et je voudrais attirer votre attention sur un point, alors c'est surtout vrai pour les 2 derniers souvenirs que j'ai racontés, mais c'est que ma capacité à comprendre un petit peu le japonais et puis un tout petit peu à le parler, c'est ce qui a permis en fait à ces rencontres d'arriver. J'aurais pas pu faire toutes ces rencontres incroyables si j'avais pas pu comprendre un minimum le japonais. Du coup, c'est pour vous inciter aussi, pour vous motiver à apprendre la langue, à persévérer pour atteindre un bon niveau dans la langue. Et sur cette chaîne, si vous ne connaissez pas, j'essaie de partager avec vous un certain nombre de trucs et astuces sur votre apprentissage du japonais. Donc si ce n'est pas encore le cas, vous pouvez vous abonner pour avoir plus de contenu. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, et si j'ai beaucoup de likes, alors peut-être que je ferai une suite. Notamment, je ne vous ai pas tout raconté, j'ai d'autres anecdotes un peu croustillantes, dont cette fois où j'ai rencontré un yakuza, figurez-vous. Voilà, si vous voulez en savoir plus, likez la vidéo, partagez aussi vos anecdotes si vous en avez, ça m'intéresse d'avoir des histoires aussi sympathiques qui vous sont arrivées au Japon. Et en attendant, je vous dis, mata kondo!